Si on vous demande quel est le clan Yakuza le plus puissant du Japon, la réponse est simple. Il s'agit du Yamaguchi-gumi. C'est littéralement le plus gros clan du Japon à avoir jamais existé, mais il faut voir ça comme une immense bannière. Une bannière sous laquelle de nombreux clans existent. Alors si on se demande à l'intérieur du Yamaguchi-gumi quel est le clan le plus macabre, dans les années 90 et 2000, il n'y a qu'une seule réponse possible. Le Goto-gumi. Le Goto-gumi avec ses 9000 membres, c'est véritablement une menace nationale. Et à la tête de cette organisation, on retrouve Goto Tadamasa. Rien qu'à son nom, on comprend facilement qu'il est le fondateur du clan. Année après année, il a réussi à monter dans la hiérarchie du clan Yamaguchi, jusqu'à occuper une position très forte dans le clan mère, suite à sa forte implication dans l'extension du territoire du Yamaguchi-gumi sur Tokyo. Je rappelle que de base, les clans Yakuza ils sont le plus souvent originaires de Kobe, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne languissent pas un petit peu sur la capitale. Elle était gardée par d'autres clans en dehors du champ d'action du Yamaguchi-gumi, et Goto Tadamasa est intervenu pour, disons, faire le grand nettoyage de printemps. Il tailla de la tronche des réalisateurs qui osent dire du mal des Yakuza, ou encore les balance depuis un toit avec une arme à la main pour simuler un suicide. Il roule littéralement sur des maisons avec des bulldozers, et ça c'est sans compter tout ce qui est plus classique comme des meurtres, la drogue, la prostitution ou encore de la pornographie infantile. Mais comment le Goto-gumi avec tout ça parvient à rester intact dans les médias? Je veux dire, au bout d'un moment, il y a quand même quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains pour dire quelque chose. Sa force, c'est l'agence de talent Burning Productions. Le contrôle de Goto sur cette entreprise est un outil très précieux pour empêcher toute forme de mauvaise publicité. Et c'est pas pour empêcher qu'elles se propagent, c'est pour empêcher qu'elles existent. Imaginez que vous êtes une chaîne TV au Japon. Mettez-vous en travers de la route de Goto et d'un coup, vous n'avez plus accès au moindre talent de Burning Productions. Cinéma, musique, divertissement, plus rien. Bon courage pour faire des émissions avec ça. Et comme souvent au Japon les chaînes télé sont reliées directement aux journaux, eh bien Goto fait une pierre deux coups. C'est très malin et ça prouve à quel point le boss Goto fait très attention à son image publique. Malgré tout, il y en a quand même certains qui ont osé le contrarier. Laissez-moi vous parler du réalisateur Juzo Itami. Ce réalisateur japonais a sorti un film appelé Mimbo no Onna, qui contrairement aux films de Yakuza tournés jusque-là au Japon, ne glorifiait pas ou ne romançait pas leurs actions mafieuses. Il les montrait tels qu'ils sont réellement, c'est-à-dire sans honneur, sans classe et comme de vulgaires bandits. Et ça vous vous doutez que ça n'a pas beaucoup plu à Goto Tadamasa. Il n'était pas visé directement, mais juste le fait de critiquer les Yakuza en général, dans un film, non. Sa réaction ne s'est pas fait attendre. Une semaine après la sortie du film, le 22 mai 1992, Juzo Itami se fait agresser dans le parking en face de son domicile et se fait taillader à la gorge et au visage. Il est grièvement blessé, mais au lieu de se retirer comme n'importe qui aurait fait, eh bien il devient un monument vivant qui prouve la vraie nature des Yakuza. Il passe sur des plateaux télé, il dénonce leurs méfaits, il entreprend de plus en plus d'actions. Quand soudainement, il met fin à ses jours de lui-même en sautant d'un toit d'un immeuble. Quand vous êtes assez gros et que vous touchez à leur pognon, quand vous contrôlez le flux sanguin de ce pays, ils ne pourront jamais vous arrêter. Rien ne semble pouvoir arrêter la démesure du clan Goto et de son leader, surtout en termes de violence. Et ne pensez pas que niveau business il soit en retrait, non, on parle de quand même quelques... À votre avis combien? Millions? De yens? Non, certainement pas. On parle ici de milliards de dollars. Et côté fréquentation personnelle, ça va de la star de la télé, du cinéma, du monde sportif, jusqu'aux hautes instances de la politique nippone. Alors maintenant la question c'est comment on fait tomber quelqu'un de ce calibre? Et la réponse, elle est pas compliquée, c'est qu'on peut pas. Enfin, ça c'est bien sûr si on reste dans le système japonais uniquement. Mais si on rajoute dans ce système japonais un tout petit grain de sable, un tout insignifiant grain de sable, qui sait ce qui pourrait bien se passer? Le nom de ce grain de sable, c'est Jake Adelstein. C'est un Américain né dans le Missouri et en 1992, l'année de la sortie du film de Juzo Itami, pour la première fois de l'histoire, un journaliste étranger rentre dans les rangs d'un journal japonais et pas des moindres, le Yomiuri Shimbun. Le jeune Jake va devoir passer par toutes sortes d'épreuves, ne serait-ce que pour comprendre le fonctionnement et les tabous d'une société japonaise qui est à la merci des parrains de la mafia. Mais indéniablement, le destin de ces deux hommes, entre Goto Tadamasa et Jake Adelstein, est étroitement lié. C'est juste que pour le moment, ni l'un ni l'autre ne le savent encore. À cette époque, la récolte d'informations, elle se passe beaucoup sur le terrain.
Et le terrain pour les yakuza, les indiques, les journalistes, eh bien ça se passe surtout dans les baraotes. C'est fou de se dire qu'il y avait carrément une sorte de rituel chez les journalistes pour aller voir les policiers directement chez eux, et malgré tout, l'information, elle ne circulait pas si vite. Combien de yakuza seraient tombés beaucoup plus rapidement si les téléphones portables étaient démocratisés à cette époque? Je pense que ça se compte en centaines, voire même des milliers. Surtout qu'aujourd'hui, c'est même plus une question de carte SIM, puisqu'on n'en a plus besoin pour avoir de la bonne connexion. Au Japon, pendant un moment, c'était les pocket Wi-Fi qui dominaient, mais aujourd'hui, c'est vraiment la domination de la eSIM. La meilleure dans ce domaine, quand vous venez en tant que touriste ou même expatrié au Japon, c'est Ubigi. Ils ont toute une batterie de forfaits disponible pour que tu trouves vraiment celle qui convient à tes besoins. Actuellement, pour tout vous dire, j'ai oublié ma carte SIM japonaise en France, ce qui fait que j'ai pris un abonnement Ubigi. C'est à l'occasion de l'exposition universelle à Osaka qu'ils ont sorti ce forfait, et vraiment, il est parfait, je trouve. Pour ce qui est de la connexion, elle est vraiment excellente, meilleure que ce que peuvent avoir les Japonais, parce que ça se connecte automatiquement au meilleur réseau disponible, et elle a été testée au sommet du mont Fuji, et même dans le fin fond de la pampa japonaise. Vous avez 10% de réduction avec le code Louis, et bien sûr, ça se passe avec le lien dans la description. Donc quand vous venez au Japon, ou même que vous allez dans un pays étranger, pensez à Ubigi. La maladie des yakuza. Cela fait déjà plusieurs fois maintenant que le médecin ausculte Goto Tadamasa. Nous sommes en janvier 2001 et le boss a 58 ans. Il n'est peut-être plus dans la force de l'âge, mais ses résultats de santé sont calamiteux. Les radios, les prises de sang, les scanners disent tous la même chose. Ça ne va pas du tout. Vous êtes bien atteint de l'hépatite. Goto Tadamasa, pris soudainement de douleur, n'a pas entendu la fin de la phrase du médecin. Il tombe au sol en faisant valser les affaires présentes sur le bureau. Il avait déjà des nausées et des pertes d'appétit comme symptômes, mais les douleurs subites à l'abdomen se rajoutent sur la liste. Lui qui aime tant faire la fête, boire et copuler, ça le détruit de voir son corps pourrir de l'intérieur. Et malheureusement pour lui, il ne croit pas si bien dire. Goto demande au médecin de répéter. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler la maladie du yakuza. Ce que ce médecin japonais appelle la maladie du yakuza, c'est en réalité l'hépatite C, une maladie infectieuse du foie. Mais alors pourquoi cette maladie est particulièrement liée au yakuza? Eh bien la raison, ce sont les tatouages. L'hépatite C est une infection qui ne se transmet que par le sang, et les yakuza sont nombreux à se faire tatouer lorsqu'ils sont jeunes, avec des aiguilles traditionnelles, pas toujours bien stérilisées. Sans compter que le tatouage irizumi, caractéristique incontournable des yakuza, ne se fait pas en une séance. Non, le yakuza doit revenir chez le tatoueur du clan des dizaines et des dizaines de fois, en étalant ça parfois sur plusieurs années pour que le tatouage soit achevé. Fatalement, le nombre de séances étant très élevé, aussi le risque d'infection augmente. De surcroît, le tatouage traditionnel japonais se dit wabori, et dans wabori, on retrouve le mot creuser en japonais. C'est pas qu'une métaphore, c'est littéral, ce procédé y creuse dans la peau et au passage détruit les glandes sudorales. Ces glandes, elles sont situées donc sous la peau et elles sont responsables de la sécrétion de la sueur. Elles permettent donc la thermorégulation du corps et l'élimination de quelques déchets. Et ces déchets, c'est justement ça le problème. Une fois infecté, le virus, il va attaquer le foie. Et le foie dans le corps humain, il est chargé d'éliminer les toxines, notamment celles de la drogue et de l'alcool. Deux ingrédients qui sont bizarrement bien consommés par les yakuza et surtout par les boss yakuza. Goto et ses compères ont un train de vie qui mènerait n'importe quel individu normal vers une cirrhose. Mais rajoutez l'hépatite C à ça et alors vous avez le cocktail parfait pour la déclencher bien plus tôt. Durant toutes ces années, le foie infecté de Goto travaillait donc en permanence à plein régime pour décomposer l'alcool et les drogues ingérées. Sans compter que l'incapacité des glandes sudorales à éliminer les déchets même mineurs n'arrangeait absolument rien. Le foie s'est donc usé, est devenu de moins en moins fonctionnel jusqu'à ne plus fonctionner du tout. Et donc le malade s'intoxique lui-même. Le leader yakuza le plus craint du Japon se retrouve empoisonné par lui-même. Ça c'est ce qu'on appelle une très belle ironie. Vous n'en avez plus pour très longtemps. Goto, même frustré, n'a plus la force de s'énerver comme le patron yakuza qu'il était autrefois. Mais cette nouvelle, croyez-le bien, elle le dévaste au plus haut point. Partir comme ça pour lui, ce serait une véritable honte. Il a connu les chantages, les menaces, les tortures, les guerres de clans, et il va partir comme ça? Non. Goto Tadamasa n'a pas dit son dernier mot. Il prend une grande inspiration et se jure à lui-même de contrer par tous les moyens ce mauvais sort que le destin lui a lancé. Il tape de toutes ses forces sur le bureau du médecin. Goto consume ses dernières braises pour crier qu'il doit y avoir un moyen. Il doit exister quelque chose. Le médecin, totalement pris au dépourvu, ne pensait pas que le boss yakuza avait encore assez d'énergie pour crier de la sorte. Après un léger silence, le visage funeste, le médecin s'apprête à dire quelque chose. En vérité, depuis tout à l'heure, il n'osait pas en parler, de peur de ce que Goto pourrait faire en apprenant ça. Mais il existe en effet une solution radicale. C'est le foie de Monsieur Goto qui est malade, pas tout son corps. Alors, il suffit de changer son foie. Oui, une greffe de foie,
tout simplement. Mais pour ça, il faut quand même trouver un donneur. Et malheureusement pour lui, même si les greffes sont autorisées depuis quelques temps au Japon, eh bien culturellement et éthiquement pour les Japonais, ça ne passe pas. La population nippone n'est pas prête à accepter le concept de passer les organes d'un mort à un vivant. Pour résumer, dans la religion Shinto, qui est dominante au Japon, eh bien tout ce qui est mort est considéré comme impur. Donc transférer un organe d'une personne impure à une personne vivante, eh bien l'idée ne plaît absolument pas. Le manque de donneurs, c'est ça que le médecin craignait. C'est que pour Goto, c'est très facile de penser que si un donneur ne se présente pas, il peut le créer lui-même. Mais après quelques recherches, Goto a compris que même avec de l'argent à profusion et des hommes de main qualifiés, rien ne pourrait l'aider dans sa situation. Il serait confronté à des obstacles éthiques et juridiques pour accéder à la greffe, car les établissements médicaux japonais sont généralement réticents à traiter des figures du crime organisé. Et même si un hôpital et un chirurgien acceptent, avec le nombre de témoins, empêcher la fuite de cette information est tout bonnement impossible. Goto serait alors pendant toute la durée de l'opération et les jours qui suivent complètement à nu et totalement vulnérable. Une montagne d'obstacles se dresse devant le chef du Goto-Gumi. Il est dans une impasse ? Non, pas réellement. Goto ne peut certes plus avoir confiance en son foie malade, mais il peut toujours compter sur son cerveau qui reste brillant. Au Japon, il n'y a pas assez de donneurs, les hôpitaux pourraient le refuser et les clans adverses pourraient en profiter. Donc la solution est toute trouvée. Vous ne l'avez pas ? Je répète. Au Japon, il n'y a pas assez de donneurs. Au Japon, les hôpitaux pourraient le refuser. Et au Japon, les autres clans pourraient en profiter. La solution est donc très simple. Il faut partir à l'étranger pour se faire opérer. Et pas n'importe où. Un pays où le don d'organes est un des plus élevés au monde. Les États-Unis. Goto est un criminel connu à l'international. Il est sur la liste de surveillance des services de douane, de l'immigration, du FBI, de la CIA et des stupes. Et plus que sur une liste de surveillance, il est sur une liste noire. Ce qui signifie grossièrement que pour lui, c'est absolument impossible de poser le moindre orteil aux États-Unis. À la première foulée, ce sera une brigade armée qui sera présente pour l'accueillir. Enfin ça, comme vous le savez, c'est la théorie. Originellement, Goto Tadamasa passait déjà beaucoup de temps sur le territoire américain. Il aimait miser gros dans les casinos de Las Vegas avant de se faire bannir du territoire. Alors peut-être avait-il déjà des contacts, ou a-t-il demandé à ses hommes d'en obtenir ? Quoi qu'il en soit, après seulement quelques mois de réflexion, il parvient à contacter la personne qu'il voulait. Il s'agit de Jim Moynihan, le conseiller juridique de l'ambassade des États-Unis au Japon. En échange de tout ça, je ne demande qu'un visa pour rentrer sur le territoire américain. La réponse de Jim, quelques temps après, fut la suivante. J'ai vu avec eux, nous avons un accord. Goto n'avait pas particulièrement besoin de Jim, il avait besoin d'une institution et d'un organisme américain plus puissant que toutes celles qui l'empêchent de venir aux États-Unis. Celle contre qui aucune administration ne peut lutter. Laquelle ? Le Bureau fédéral d'enquête, plus communément appelé le FBI. Et non, vous ne rêvez pas. Goto Tadamasa, criminel japonais de renom à la tête de 9000 membres, boss yakuza du Goto-Gumi, un des plus sinistres même à l'intérieur du Yamaguchi-Gumi, vient de négocier avec le FBI pour obtenir un visa pour rentrer aux États-Unis afin de se faire greffer un foie. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu le niveau lunaire de ce qui vient de se passer ? Et je vous rappelle encore une fois que le FBI a accepté. Alors qu'est-ce que Goto a bien pu promettre en l'échange d'un tel service ? C'est forcément gros, vraiment énorme. En effet, c'est gigantesque. Il a promis la liste de tous ses complices en échange. Les noms des principaux chefs de gang, des documents liés aux activités en Corée du Nord, des listes de sociétés écrans, mais aussi les institutions financières vers lesquelles le Yamaguchi-Gumi se tourne pour blanchir de l'argent aux États-Unis. Et ne vous méprenez pas, même si Goto est un yakuza d'un calibre rarement atteint dans l'histoire du Japon, si les autres boss yakuza l'apprennent, c'en est fini de lui. Goto Tadamasa joue avec sa vie. Mais est-ce réellement une mauvaise idée ? Avec ce foie en piteux état, ça fait déjà bien longtemps que sa vie est en jeu. Du côté du FBI, c'est une occasion en or pour obtenir des informations capitales sur les Yakuza installés aux États-Unis. Puis après tout, il ne s'occupe pas de la greffe de foie en elle-même. Ça, c'est Goto lui-même qui s'en est chargé avec l'hôpital UCLA à Los Angeles. C'est sûr que pour un Yakuza, tout est plus simple aux États-Unis. L'argent régit absolument tout, et puis s'il n'y a pas de donneur, on peut toujours faire quelque chose. Vous voulez un foie ? Avec de l'argent, bien sûr. Vous voulez un foie avant tout le monde ? Avec de l'argent, bien sûr. Vous voulez qu'on ferme les yeux sur le fait que vous êtes un criminel international recherché par le FBI ? Avec de l'argent, bien sûr. L'accord est donc conclu avec le FBI et l'hôpital UCLA a validé l'opération pour $1 million. Croyez-moi, avec tout l'argent des extorsions, pour Goto, ce n'est
pas grand chose. En revanche, pour lui, il faut faire vite. Son corps se détériore de plus en plus, sa peau jaunie, ses yeux aussi, caractéristique du dernier stade de la maladie du foie. L'avion de Goto avec ses hommes a atterri sur le sol américain. À la sortie de l'avion, rien. Pas de comité d'accueil. À la douane, quelques questions habituelles, mais rien de bien fou. Ce que Goto ne sait pas à cette époque, c'est que le FBI a travaillé dur pour obtenir ce visa. Les services d'immigration qui contrôlent les douanes américaines n'avaient pas du tout envie de whitelister un tel profil. C'est vraiment à contre-cœur qu'ils ont fini par accepter. 5 juillet 2001. 6 mois après son diagnostic au Japon et 2 mois après être arrivé aux États-Unis, l'homme aux yeux jaunes, escorté de ses hommes, monte dans un taxi. La destination, c'est bien entendu l'hôpital universitaire UCLA de Los Angeles. Classé numéro 6 sur la liste des meilleurs hôpitaux du pays, l'hôpital est connu pour ses excellents soins et son personnel médical de premier ordre. Là-bas, c'est le docteur Ronald W. Busutil qui va s'occuper du boss du Goto Gumi. Savait-il qu'il allait opérer un des plus grands oyabun de la pègre japonaise? Eh bien, rien ne peut le prouver. Aux États-Unis, contrairement au Japon, il n'y a pas de contrôle moral sur qui peut recevoir un don d'organe. Mais ce que l'on sait de sources sûres, c'est qu'en cette année où Goto a reçu son foie, en 2001, 186 personnes sont décédées en attente d'un foie à Los Angeles. Le médecin ne fait pas honte à sa réputation. Il incise le corps du boss Yakuza avec grande précision. L'opération se déroule parfaitement. Le foie de Goto est retiré et on le remplace par celui d'un donneur décédé, donc il est déjà entier. Je précise cette information parce que j'ai découvert que le foie était constitué de 2 parties. Et le foie, en fait, il peut même se régénérer à partir d'une seule des 2 parties dans le corps humain. C'est incroyable. Donc contrairement à un cœur où il n'y a que des donneurs décédés, eh bien pour le foie, on peut avoir des donneurs vivants. Ce qui n'était pas le cas de celui qu'a reçu Goto Tadamasa parce qu'il était entier. En temps normal, il est recommandé de rester plusieurs semaines en observation après une telle opération. Mais le boss du Goto Gumi n'a pas une seule seconde à perdre. Sa greffe est terminée avec succès. Il n'a aucune volonté de s'éterniser ici. Quelques jours à peine après l'opération, au moment même où les soins intensifs peuvent être suspendus, Goto et ses hommes se précipitent pour prendre un avion pour retourner au Japon. Pourquoi ? À votre avis, Goto vient littéralement de s'acheter une vie. C'est pas pour la perdre immédiatement après en donnant des informations cruciales au FBI. Ses hommes l'escortent en vitesse jusqu'à l'aéroport. Direction le premier avion pour le Japon. Et il ne peut pas mentir, il a forcément dû stresser en arrivant à la douane. Mais étrangement, le FBI n'avait pas du tout prévu un retour éclair du Yakuza sur le territoire nippon. Et donc la douane l'a laissé passer. Oui, mesdames et messieurs, le FBI s'est fait totalement banané par Goto Tadamasa. Alors bien sûr, ils avaient exigé des informations en amont, mais Goto n'avait donné que de maigres informations, de maigres documents, vraiment pas grand chose d'utile, et il avait bien sûr promis tout le reste après sa greffe. Promesse qu'il n'a pas tenue. Pour les hommes en noir, c'est gagné. Depuis que j'ai ce nouveau foie, je n'ai plus aucun problème pour la lever. Nous sommes au banquet annuel du Nouvel An pour fêter le début de l'année 2002. À peine 6 mois après sa greffe, Goto Tadamasa est en parfaite santé. Il s'en vante et il en profite. Il mange, il boit, il fume, ses yeux jaunes sont bien loin derrière lui. Après avoir disparu au nez du FBI, il s'est payé le luxe d'avoir des soins post-opératoires, pas de n'importe qui. Du docteur même qui avait fait sa chirurgie. Donc il a fait demander au docteur Busutil de venir jusqu'au Japon pour ses soins post-opératoires. Goto, aussi criminel soit-il, sait reconnaître un joli service. Et donc il n'hésita pas à donner un pourboire de 100 000 $ à l'hôpital UCLA. Et d'ailleurs pour ce prix, ils lui ont même fait une plaque commémorative. Ses amis boss Yakuza lui disent qu'il a bien eu de la chance de tomber sur le parfait donneur. Ce à quoi il répond ceci. Ah, Oh, la chance n'a rien à voir là-dedans. Parle-t-il de la rapidité à laquelle Goto s'est retrouvé en haut de la liste, ou de l'étrange disponibilité d'un foie, ou des deux? On peut imaginer que Goto ait fait tuer un adolescent américain pour obtenir son foie, mais ce n'est que de la pure spéculation. Quoi qu'il en soit, c'est un succès absolu. Vraiment, c'est une victoire totale. Il a réussi à obtenir son visa, son foie, sa greffe, ses soins post-opératoires, et par-dessus le marché, il a réussi à rire au nez du FBI en ne donnant aucune information utile aux Américains. Il faut le reconnaître, Goto a réussi à déjouer le sort du destin. Mais peut-être que ce dernier n'a pas encore joué toutes ses cartes. Le destin avait encore une carte à jouer, et elle s'appelle Jake Edelstein. Nous sommes en 2003, soit 2 ans après la grève du chef Yakuza, dans un bar à hôtesse au milieu du quartier de Kabukicho.
nous suivons le journaliste américain Jake Edelstein. Et ce n'est clairement plus ce jeune reporter naïf et ignorant du système japonais qu'il était à ses débuts en 92. Oh non, c'est clairement plus ce qu'on pourrait appeler un vétéran. Il a vu des meurtres et des suicides de toutes sortes de ses propres yeux et il n'a pas hésité à critiquer les méthodes de la police japonaise concernant la disparition de Lucy Blackman, une jeune britannique. Avec le temps, il s'est constitué tout un réseau d'informateurs chez les policiers, les prostituées, les rabatteurs et même chez les yakuza. Et ça tombe bien, c'est justement l'un d'eux qui doit aller voir ce soir. L'objectif de Jake Edelstein sur cette soirée, c'est de récupérer des informations sur Kajiyama, autrement appelé l'empereur des vautours. C'est un boss yakuza spécialisé dans les sociétés écrans qui fournissent des prêts à taux d'intérêt démesurés pour les personnes en détresse. Il les ponctionne jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus rembourser et à ce moment il n'hésite pas à passer par une autre société pour leur reprêter de l'argent, tout ça pour être bien sûr qu'ils ne puissent jamais sortir la tête de l'eau. Et encore une fois, ne pensez pas qu'on parle de petit business. Le terme empereur, il ne l'a clairement pas volé. C'est 1000 sociétés écrans qu'il dirige pour un total annuel estimé à 1 milliard de dollars. Est-ce que vous vous rendez compte du danger auquel Jake Edelstein s'expose à vouloir défier un homme comme lui? Et pourtant, information subsidiaire, à choisir entre défier l'empereur des vautours et le chef du Goto-Gumi, eh bien on préférera tous défier l'empereur des vautours. Ça en dit plus sur la personnalité de l'autre homme. L'informateur de Jake Edelstein est un homme yakuza appartenant au Yamaguchi-gumi, donc la maison mère. Rapidement, il dévoile à Jake qu'un blanchiment d'argent à hauteur de 2 millions de dollars a été effectué par l'empereur des vautours dans un casino à Vegas. Mais en ce jour, en plein milieu de cette discussion, presque par hasard, Jake va apprendre le scoop qui va changer sa vie. Depuis sa grève de foie, Goto ne peut plus se rendre aux États-Unis. Jake est abasourdi par une telle information. Même un film n'aurait pas imaginé un scénario pareil. Goto, une des personnalités les plus connues du monde des Yakuza, se serait allé faire une grève de foie aux États-Unis. On le comprend, ça choquerait n'importe qui, mais encore plus quelqu'un de ce milieu, et peut-être même encore plus un journaliste. Jake tente quelque temps de poser quelques discrètes questions à ce sujet, mais il n'obtiendra pas plus d'informations. Surexcité par cette histoire, une fois que l'affaire de l'empereur des vautours est classée après son arrestation en 2003, il se jette corps et âme dans l'enquête concernant la grève de foie de Goto Tadamasa. Malheureusement, il a été imprudent. Il a oublié que la récolte d'informations, ça peut se faire dans les deux sens. Faites disparaître cet article, ou alors c'est autre chose qui va disparaître. L'homme en face de Jake parle très lentement, comme s'il parlait à un enfant ou à un étranger perdu dans la rue. Mais ce rythme rend ses paroles encore plus malsaines. Jake n'a pas été assez prudent. Nous sommes en 2005 et il a été invité par des hommes du Goto-Gumi à les rejoindre dans une luxueuse suite d'hôtels. Tout ça bien sûr pour uniquement discuter. Visiblement, d'une manière ou d'une autre, ils ont découvert que Jake Edelstein préparait un article sur le parrain Goto. Et forcément, cette idée, ça ne leur plaît pas du tout. Autour du journaliste, l'ambiance est lourde. Comme si chaque molécule présente dans l'air à ce moment avait décidé de peser 1 tonne. Les hommes du Goto-Gumi, postés de part et d'autre de l'immense chambre d'hôtel, sont prêts à lui sauter à la gorge au moindre mouvement brusque. Ils se demandent même pourquoi ils ne l'ont pas déjà fait. Et c'est vrai, ils l'auraient peut-être fait, si Jake n'était pas accompagné. C'est monsieur Sekiguchi qui accompagne le journaliste, un homme costaud, avec un air sombre. Mais avant tout, un flic. Écrivez votre article, et il n'y aura pas un seul endroit dans le pays où l'on ne vous traquera pas. Compris? Le journaliste américain sait que le Yakuza en face de lui ne bluffe pas. Avec ce qu'il a comme information, il a assez pour tuer son boss. Pas directement bien sûr, mais c'en serait fini pour lui. Le seul problème de Jake, et que les Yakuza ne savent pas, c'est qu'il lui manque encore des preuves. Le plus calmement possible, Jake sort une cigarette de sa veste. Le Yakuza lui tend du feu. La cigarette au bec de Jake s'allume. Et au fur et à mesure que Jake consomme sa nicotine, il repense à tout ce qu'il a, à tout ce qu'il est. Il se rappelle qu'à l'heure qu'il est, le Goto-Gumi a déjà probablement son adresse, donc des photos aussi de sa femme, de ses enfants, de ses amis. Ils ont certainement des informations sur son carnet de santé, et peut-être même qu'ils connaissent des choses sur Jake Edelstein que lui-même ne connaît pas. De longues minutes passent, et des images horribles ne cessent d'affluer dans l'esprit de Jake. I'm okay. We have a deal. Mesdames et messieurs, Jake Edelstein dépose les armes. Aujourd'hui, la plume ne sera pas plus forte que l'épée. Satisfait de la réponse du journaliste américain, le Yakuza laisse repartir ses invités. À chaque pas que Jake effectue pour sortir de la chambre d'hôtel, il repense à sa carrière, à ses sacrifices, et même au Japon en général. Il sait que pour lui tout ça maintenant, c'est fini. Demain, il ira poser sa démission et il retournera chez lui,
dans le Missouri. Mais c'est avec le sentiment d'avoir fait le bon choix pour sa famille, pour ses amis et pour lui-même qu'il retourne aux États-Unis. Au moins, il sait que là-bas, il sera plus en sécurité que n'importe où au Japon. Chassé le naturel, il revient au galop. À peine un an après avoir quitté le Japon, il revient sur le territoire nippon pour enquêter sur un réseau de trafic d'êtres humains. Clairement, on sent que chez lui, enquêter, c'est une vocation. Bien sûr, tout le monde lui dit de rester extrêmement prudent, surtout son ami flic Sekiguchi, qui est très inquiet pour lui. C'est sûr que le boss du Goto Gumi va forcément apprendre tôt ou tard que le journaliste américain est revenu au Japon. Pourtant, même après plus d'un an d'enquête sur le terrain, le journaliste américain coince. Malgré tous ses indices et ses fouilles, il ne parvient pas à obtenir l'épreuve ou même la preuve du voyage de Goto aux États-Unis. C'est vrai que là, Jake Edelstein aurait vraiment besoin d'un coup de pouce du destin. Je répète, Jake Edelstein a besoin d'un coup de pouce du destin. Ah, voilà. Et attention, je vous préviens tout de suite, c'est pas un petit coup de pouce. Là, c'est un énorme coup de pouce du destin, à tel point qu'on pourrait se demander si c'est pas un complot. Vous savez, on est toujours le plus vulnérable lorsqu'on est sur le point d'assouvir ses pulsions. C'est aussi à ce moment où on est le plus susceptible de faire des bêtises. Des grosses bêtises. Mais rassurez-vous, vous ne ferez jamais, au grand jamais, une bêtise aussi grosse que ce policier inspecteur à Kitagawa, en plein été 2007, lorsqu'il téléchargeait du contenu X, a accidentellement glissé le dossier de Goto Tadamasa sur un site de partage en peer-to-peer. En gros, ça veut dire que tout Internet a accès à ce dossier. Tout ce que le département de la police métropolitaine de Tokyo a amassé comme information sur le boss du Goto Gumi depuis des années et des années, leaké à cause du porno. Ah, je vous avais pas menti, c'est quand même un sacré coup de pouce du destin. Et dans ce gigabit de données, il y a absolument toutes les informations nécessaires à Jake Edelstein pour finir son article. Les billets d'avion, qui le boss Yakuza a contacté, le deal avec le FBI, tout. C'est bon, ça y est, il a tout. Mais ce sentiment jubilatoire, il est tellement exquis qu'il ne résiste pas à la tentation d'aller rencontrer en personne son ennemi juré. 7 mars 2008, le procès de Goto Tadamasa concernait la modification illégale d'un acte de propriété d'un immeuble et l'assassinat d'une personne. Moins croustillant que l'histoire que Jake Edelstein a sur lui, mais c'est tout ce que la justice nippone a sous la dent pour faire venir le boss du Goto Gumi devant un tribunal. Pour le parrain, je vous avoue, ce n'est pas grand chose. Il a déjà été condamné 8 fois, et malheureusement cette fois-ci, ce ne sera pas la 9e. Acquitté! Même en étant déçu de l'issue du procès, en sortant de la salle, devant l'ascenseur, l'espace d'un instant, Goto Tadamasa et Jake Edelstein se retrouvent face à face. Selon les mots de Jake lui-même, pour la première fois, je pouvais comprendre ce qui le rendait si puissant. Il n'était ni grand, ni musclé, ni même imposant, mais lorsqu'il vous regardait droit dans les yeux, c'était comme s'il avait sa main autour de votre gorge. Pourtant aujourd'hui, ce n'est plus le même Jake que celui dans la chambre d'hôtel. Il a changé, et même s'il ne veut pas se l'admettre à lui-même, c'est en quête de vengeance qu'il est revenu au Japon. Alors sans dire un mot, Jake opte pour une communication muette, en levant juste un doigt devant les yeux du parrain du Goto Gumi. Et on va le reconnaître, même si Jake était dans un lieu où le patron du Goto Gumi n'aurait absolument rien fait, faut quand même avoir une sacrée paire de couilles. En sortant, les hommes se séparent. Mais Jake aperçoit que l'avocat de Goto est en train de donner ses commentaires à une nuée de journalistes. Il déclare à quel point son client a souffert de ces accusations pendant des mois, et que la justice ne fait rien pour réparer ces accusations, ces fausses accusations. Jake, encore dans l'adrénaline de ce qui vient se produire, est débecté par les propos de l'avocat. Et c'est pour cette raison que, sans en prendre réellement conscience, il prend la parole au milieu de tous les journalistes. Excusez-moi, qu'entendez-vous lorsque vous évoquez sa souffrance ? Nous parlons d'un homme dont l'organisation tue des gens, revend de la drogue, diffuse de la pornographie infantile et prostitue des étrangères. Le nombre de souffrances que le Goto Gumi et donc Goto lui-même a infligé à des innocents est immense. Alors pourquoi est-ce que quelqu'un irait se préoccuper de ce qu'il peut bien traverser ? Ah, le Jake, il est bouillant, et en étant aussi désagréable et dérangeant pour les Yakuza, c'est à se demander pourquoi il n'a pas été éliminé plus tôt. Le Goto Gumi est pourtant connu pour faire ça très proprement. Coup de poignard, petit nombre, pas de témoins, dans une ruelle, vous videz de votre sang, terminé. Mais ce qui retient le gang de faire ça depuis le début, c'est le doute. Goto doute sur la véritable identité du journaliste américain. Il se demande si ce n'est pas un membre de la CIA en couverture. Ça paraît loufoque, mais ce n'est pas si bête. Après tout, comment un journaliste américain séjournant au Japon aurait pu être au courant du deal avec la FBI avant que les documents soient leakés, autrement
que par le FBI lui-même. Il ne pouvait pas se douter que c'était un membre du Yamaguchi-gumi qui avait donné cette information à Jake il y a déjà 5 ans de ça. C'est peut-être sur cet unique doute que le reporter américain parvient à rester en vie. Et dans ce genre de combat, douter, ça revient à perdre. Le 9 août 2008, Heisei Nippon Tabu Daisen est publié. Ça y est, après toutes ces épreuves à récolter les preuves et même à diffuser les preuves, Jake Edelstein y est enfin parvenu. L'article concernant la grève de foie du parrain de la mafia Goto Tadamasa avec la connivence du FBI est enfin publié. Les réactions ne se font pas attendre, le tollé est sans précédent. Même si bien sûr chacun fait attention à ne pas dire trop haut et fort ce qu'il pense. C'est comme ça mesdames et messieurs que Goto Tadamasa devient le yakuza le plus détesté de tout le Japon. Il faut bien comprendre que les yakuza ne sont pas particulièrement appréciés par la population, mais ils ont quand même des fans. Mais là, ces fans, ils ne peuvent plus rien pour Goto Tadamasa, parce qu'il a voulu vendre les siens pour son propre bien. Et ça, on ne lui pardonnera pas. Du côté de Jake, il est sous protection policière depuis déjà un moment. Mais maintenant que l'article est sorti, il ne va surtout pas falloir relâcher son attention. 14 octobre 2008, Goto est officiellement exclu du Yamaguchi-gumi. Et ce n'est pas le seul, un grand nombre d'associés se font exclure à leur tour. À tel point que par manque de stabilité, le Goto-gumi se divise en deux, et Goto est même contraint de quitter son propre clan. Jake Edelstein de son côté savoure sa victoire, et il le mérite bien. Il reçoit des appels d'amis, de collègues, d'informateurs, de journalistes qui viennent le féliciter, même s'il ne manque jamais de redire aux journalistes américains de se faire tout petit pendant un temps. Et ils ont raison. Parce que si Goto est hors jeu, eh bien ces sbires ne le sont pas forcément. Un groupe dans le Goto-gumi pourrait très bien former un commando suisse pour venir abattre Jake, malgré la protection policière. En réponse, ou plutôt en prévention à ces potentielles répercussions, le garde du corps de Jake Edelstein, qui est anciennement un boss yakuza, va jouer de ses contacts pour faire en sorte que 4 voitures patrouillent 24 heures sur 24 dans le quartier de Jake. Le message destiné aux membres restants du Goto-gumi est clair. Le journaliste américain n'a pas seulement la protection de la police, mais aussi celle des yakuza. À peine 24 heures après l'exclusion officielle de Goto Tadamasa, nous sommes donc le 15 octobre 2008, Jake Edelstein reçoit un appel quelque peu mystérieux. Il pense que c'est encore un ami ou un collègue, sauf que cette fois-ci, lorsqu'il décroche, il ne reconnaît pas immédiatement la voix de son interlocuteur. Merci d'avoir attiré notre attention sur ces questions problématiques. Je pense que nous les avons résolues avec satisfaction. Nous apprécions le dur travail que vous avez fourni. Jake n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit au téléphone. La personne au bout du fil s'est présentée avec son nom et son prénom durant l'appel, mais Jake a mis quand même du temps à comprendre de qui il s'agissait réellement. Je tiens à dire que dans Tokyo Vice, l'identité de ce yakuza n'est pas à proprement parler révélée, mais avec les indices et le contexte, c'est pas très compliqué de deviner de qui il s'agit réellement. Après cet appel, Jake, toujours le téléphone dans la main, a un goût très amer en bouche. Quelque chose lui traîne dans l'esprit, mais il préfère ne pas y penser pour le moment. Après tout, sa mission est accomplie, mais il reste quand même une chose à faire. Revoir l'indique qui lui a mentionné la première fois la grève de foie de Goto Tadamasa. Jake ne prend pas de risque. Bien que son ancien indique ne fasse plus partie des Yakuza, il préfère le revoir dans un environnement contrôlé, avec beaucoup de monde autour de lui, et pas sur le territoire nippon. Il choisit l'aéroport de Hong Kong. Les deux hommes se saluent et entame la conversation. Après les mondanités, le journaliste américain pose la question qui traînait dans son esprit depuis des jours. Non, pas des jours, depuis des années. Lorsque tu m'as donné l'info sur la grève de foie de Goto, tu avais une idée derrière la tête? Est-ce que tu m'as piégé? Bien sûr qu'on t'a piégé. Si tu avais fait ton boulot correctement, Goto ne serait déjà plus là depuis 2005, mais tu ne t'en es pas occupé et tu as fui. Pour Jake Edelstein, cette réponse a l'effet d'une bombe. Il s'en doutait un peu sans vraiment pouvoir se l'avouer, mais là maintenant il a la confirmation qu'il n'est pas le protagoniste de cette histoire. Il n'était depuis le début qu'un pion. Et pire que tout, c'était un pion qui dansait dans la main d'un yakuza. Soudain, le mystérieux appel téléphonique qu'il a reçu juste après l'exclusion de Goto prend une toute autre tournure. Mais attention, il ne dansait pas dans n'importe quelle main. Pas celle d'un petit yakuza ou d'un concurrent, non. Sans le savoir, il a agi dans les intérêts du yakuza le plus puissant de tout le Japon, encore au-dessus de Goto Tadamasa. Il s'agit du 6e leader du Yamaguchi-gumi, Shinobu Tsukasa. Et si on regarde de plus près, absolument
tout colle. Le 29 juillet 2005, c'est l'intronisation au pouvoir du 6ème leader, Shinobu Tsukasa. Par le même temps, Goto Tadamasa monte dans la hiérarchie du Yamaguchi-gumi. On peut largement imaginer que ça n'a pas dû plaire au 6ème leader, sachant qu'il était certainement au courant de l'histoire de Goto Tadamasa avec le deal avec le FBI pour se faire opérer à Ukla pour sa greffe de foie. Qui a envie de garder dans ses rangs un homme qu'ils a déjà plus ou moins trahi par le passé? Bien sûr, personne. Sauf que même Shinobu Tsukasa, même si la hiérarchie est toujours verticale, radier Goto Tadamasa sans avoir de preuves et sans avoir de motifs, ça aurait pu déclencher une véritable guerre civile au sein du clan. Avec d'un côté les partisans de Shinobu Tsukasa et de l'autre les partisans de Goto. Voilà pourquoi il avait besoin d'un autre plan. Et donc il a décidé d'utiliser la méthode du scandale des journalistes. Si un scandale éclate autour de Goto, ce sera beaucoup plus facile pour le 6ème leader de l'éliminer du clan. Sauf que malheureusement pour lui, utiliser cette méthode, même par l'intermédiaire d'un sous-fifre, eh bien c'était pas si évident. S'il l'a donné aux journalistes japonais qu'il connaissait habituellement, cela aurait été trop évident que la source vienne d'une personne à l'intérieur même du clan Yamaguchi. Goto, en sentant le danger arriver, aurait pu contrecarrer les plans en enquêtant sur d'où vient l'information. Il serait alors remonté vers l'Indic, puis vers le 6ème leader. Et là, bonjour la guerre. Et puis de toute façon, je vous avoue, un journaliste japonais qui voulait faire un article contre Goto à cette époque, ça courait pas les rues. Et pour vous dire un truc, il y en avait même aucun. Ça déjà parce que c'est un des Yakuza les plus dangereux du Japon, et en plus, il est affilié fortement à la Soka Gakkai, la secte la plus influente de tout le Japon. Pour abattre Goto, le 6ème leader avait besoin d'un journaliste bien précis. Un journaliste qui est dévoué corps et âme à son travail. Un journaliste même un peu fou sur les bords, qui travaille dans le seul journal qui serait capable d'écrire un article sur un Yakuza aussi puissant, donc le Yomiuri Shimbun. Et surtout, le dernier élément le plus important, ça doit être un journaliste qui aurait pu obtenir l'information sans passer par un indique Yakuza. Et en 2005 au Japon, il n'y avait qu'un seul journaliste qui correspond à tous ces critères. Il s'agit bien sûr de Jake Edelstein. Il n'y a que lui qui aurait pu obtenir l'information de la greffe de foie de Goto sans passer par les Yakuza, en passant directement par le FBI. Ce qu'il a d'ailleurs fait pour confirmer cette greffe de foie. Et oui, souvenez-vous, le FBI aurait pu balancer cette information parce qu'ils l'ont eu quand même mauvaise. Goto Tadamasa s'est enfui très rapidement de l'hôpital de Ukla et de Los Angeles pour revenir au Japon sans donner la moindre information au FBI. Donc ils auraient très bien pu, en guise de vengeance, envoyer quelqu'un pour faire tomber Goto. Et c'est donc pour ça que Goto pensait que Jake Edelstein était un membre du FBI ou encore de la CIA. Je vous jure, tout est logique. C'est d'ailleurs pour ça que même si c'est pas eux directement qui ont donné l'information de la greffe de foie, ils n'ont pas hésité à la confirmer à Jake Edelstein en guise de représailles. Donc pour le 6ème leader, le fait que la source de Jake Edelstein soit le FBI était crédible. En tout cas, ça suffisait pour que Goto ne suspecte pas une trahison en interne. Et donc je résume encore une fois, on comprend que le 6ème a balancé l'information à un indique Yakuza pour qu'il la balance à Jake Edelstein, qu'il l'a confirmé avec le FBI, et c'est à ce moment que le plan du 6ème leader s'est mis en marche. Il n'avait plus qu'à attendre que l'article de journal paraisse et il pouvait virer Goto du jour au lendemain. Sauf que, vous avez vu, ça s'est pas passé comme prévu. Les hommes du Goto-gumi ont trouvé Jake Edelstein et il a cédé face à la menace, ce qui fait qu'il est rentré chez lui en 2005, et là, le 6ème leader, il était bien coincé. Il ne pouvait que attendre que Jake Edelstein revienne au Japon pour finir le travail. Jake à ce moment est abasourdi. Tout ce qu'il a pu répondre à ce moment, c'est qu'il ne pouvait pas savoir tout ça. Il ne pouvait pas savoir ce qu'il devait faire parce que l'indique ne lui a donné qu'une seule pièce du puzzle. Clairement pas assez pour écrire un article. Après plusieurs échanges musclés, l'ancien Yakuza s'en va et Jake fait de même. Malheureusement pour lui, il quitte l'endroit avec un colossal goût amer dans la bouche et la sensation immonde d'avoir été manipulé depuis toutes ces années à faire le sale boulot d'un Yakuza. Le 8 avril 2009, Tadamasa Goto prononce ses vœux au temple de Kanagawa et commence à étudier afin de devenir moine bouddhiste. Il se renomme et s'appelle désormais Tsuei. Quelle mascarade! C'est vraiment un coup de com' pour attendrir un tant soit peu les jurys durant son procès. Parfois, avec le concept de pardon, on aimerait que certaines personnes n'en aient pas la possibilité. Et dans la com', il va continuer parce qu'il sort un film et un livre en 2010. Les révélations sur la relation entre le Goto-gumi et la Soka Gakkai ont attiré l'attention et ont fait du livre un best-seller. Et bien sûr, pour se faire mousser encore plus dans le sens du poil, il va prendre ses droits d'auteur et les verser intégralement à des associations. Une association pour les personnes en situation de handicap et une association pour aider les rescapés de tremblements de terre. Il fait tout pour se faire bien voir du public, sans grand succès. C'est pour ça qu'en 2011, il part au Cambodge se racheter une popularité en se voyant décerner là-bas le titre de comte. Oui, littéralement, comte Goto. Après tous les crimes
crime qu'il a commis, c'est un conte. Et bien sûr, il ne s'empêchera pas de revenir pour des raisons médicales au Japon en 2016. Goto aujourd'hui n'est certes plus une menace, mais il coule des jours paisibles en tant que moine bouddhiste, et ça même au moment où je vous parle. Une fin d'histoire bien amère selon moi pour un homme qui a tué, torturé, estorqué, arnaqué des milliers d'hommes et de femmes. Wow, quelle histoire! Merci bien sûr au livre Tokyo Vice de Jake Adelstein. C'est pas une sponsor, hein, mais vraiment, qu'est-ce que c'était incroyable! Et puis c'est bien, cette vidéo, c'est un peu une piqûre de rappel sur la chaîne pour rappeler que les Yakuza, c'est quand même avant tout des hommes sans honneur, la majorité du temps, et des raclures et des bandits. Hein? Je vous vois! Oh, il a une sacrée tête ce monsieur. Il est plutôt mignon ce Yakuza. Je vous vois! Vraiment, si la vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. Mon équipe et moi, on s'est tués. D'ailleurs, je tiens à dire que ça, je l'ai fait tout seul. Je suis très fier de moi. Et puis, je vous dis à la prochaine. Tchuss!